monde peut-il devenir une fashionista? Je me suis rendu compte depuis quelques temps que le discours un peu généralisé sur la mode, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde a accès à la mode, de par les boutiques de fast fashion, de par Vinted, les friperies, tout ça, il n'y a jamais eu autant d'objets de mode accessibles et peu chers sur le marché qu'à l'heure actuelle, mais qu'en plus de ça, les gens ont tous développé une appétence pour le style, que ce soit leur style vestimentaire, leur style de vie, etc. Tout le monde a envie d'être à la mode, mais tout le monde le peut-il? C'est ça la grande question qui m'habite, parce que selon moi, ce n'est pas parce que on a des Zara et des H&M dans chaque rue de chaque ville de France et de Navarre que la mode s'est démocratisée pour autant. Alors j'ai un petit plan comme d'hab en plein de parties, vous pouvez tout retrouver les chapitres dans la description. Commençons sans plus tarder. D'abord, il faut savoir que la mode est fondamentalement inégalitaire. Et ce n'est pas moi qui le dis, mais Georg Simmel. Ceux qui me suivent depuis longtemps, vous en pouvez plus de ce nom parce que je le sors à toutes les sauces. Allez, courez acheter son ouvrage Philosophie de la mode qui a été publié en 1904. Georg Simmel, c'est un philosophe, un sociologue du début du XXe, le premier, selon moi, à avoir théorisé vraiment la mode au sens où aujourd'hui on l'éprouve et on la vit. Et même s'il y a plein de trucs qui sont critiquables parce que plus forcément d'actualité, il y a encore plein de choses qu'il dit qui sont vraies. Notamment ceci. Tout le monde n'est pas à la mode et c'est ce même principe qui permet sa subsistance. Il n'y a qu'un seul groupe de privilégiés qui fait partie de la mode, qui l'a créé, qui décide de ses tendances, et le reste de la population est en chemin vers elle, mais ne l'a pas encore atteinte. Si la totalité de la population va épouser une des formes de la mode, un des objets de la mode, eh bien ce même objet ne sera plus à la mode. Il sera assimilé par la totalité de la population comme un élément d'habillage comme un autre, quoi. Il n'aura plus ce petit côté un peu edgy, un peu cool de ces choses nouvellement à la mode. Par exemple, aujourd'hui, on peut dire que depuis bien longtemps, le mom jeans est à la mode, à tel point qu'en fait, il n'est plus à la mode. Tout le monde en porte. C'est un peu la forme type du jean qu'on peut trouver aujourd'hui en magasin ou dans la rue, porté par des femmes, des hommes, etc. Du coup, je dirais que le mom jeans n'est plus vraiment à la mode. On est passé, les fashions sont passés au truc d'après. Vous voyez un petit peu la logique. Alors, même si Simmel, même à son époque, en 1904, remarque la croissance exponentielle de la mode vers toutes les couches de la société, mais aussi tous les domaines, le sport, les voyages, la cuisine, tout ça sont des domaines qui sont maintenant dominés par la mode. On bouffe plus comme il y a 10 ans, on ne voyage plus comme il y a 10 ans, etc., etc. Simmel, il le note ça déjà au début du XXe siècle. Il dit que c'est assez inédit dans notre société, ce désir de nouveauté, ce désir de changement, ce rythme de plus en plus accéléré des modes qui se succèdent et qu'on accepte, qui nous imprègnent, et que c'est normal, c'est juste la modernité qui veut ça et le capitalisme. Alors en effet, du coup, ça veut dire que la mode s'est diffusée plus largement et qu'un plus grand nombre de personnes y ont accès. Or, comme il le disait, la définition même de la mode repose sur un sentiment d'exclusivité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est dans une époque un peu chelou, étant donné que la mode veut nous vendre son inclusivité, que la mode essaye d'être inclusive. Or, ça repose sur un non-sens ontologique. C'est une grande hypocrisie. Par définition, la mode est exclusive. Toutefois, c'est vrai, la mode s'est en effet démocratisée comparé à avant. Vraiment, les analyses historiques, ça vole très haut. Et ça, c'est aussi Gilles Lipovetsky, qui est un chercheur français, un théoricien de la mode, un philosophe, qui l'a écrit dans son ouvrage L'Empire de l'éphémère dans les années 80. Lipovetsky, dans son bouquin, nous explique qu'en effet, le vêtement de mode est longtemps resté le privilège de l'aristocratie, et que ça a commencé à changer avec l'apparition de la bourgeoisie entre le XIIIe et le XIVe siècle, quoi. Que même si la facture des vêtements n'était pas la même, évidemment qu'il y avait une différence entre les vêtements des aristos et les vêtements des bourgeois, le désir de mode, le désir d'être à la mode, de cultiver un style, s'est étendu. Mais les aristos ont tout de suite eu peur et ont fait signer des édits somptuaires pour interdire le plagiat,
pour interdire aux classes roturières de copier les vêtements des nobles, etc. Or, ces édits n'ont jamais été respectés, en fait, dans la pratique, quoi. Le moment où tout a changé encore plus, évidemment, c'est l'essor industriel du 19e siècle, puisque, à partir du moment où les vêtements, sont produits en grande quantité dans des usines, il y a une forme d'uniformisation des tendances. Par exemple, c'est la disparition des costumes de folklore au profit d'un costume type. Le costume qu'on connaît toujours aujourd'hui pour les messieurs, un costume 3 pièces, une chemise. Ça forme une espèce d'homogénéité dans l'apparence sociale d'une grande partie de la population, même si subsistent encore des petites distinctions évidemment. En tous les cas, ça vient encore rajouter une couche sur la diffusion du désir de mode, de cette envie d'être fashion, d'être trendy. D'ailleurs, Lipovetsky écrit, je cite, « Plus qu'un droit, la mode est devenue un impératif social catégorique. » C'est-à-dire que, quelque part, pour briller en société, pour se démarquer, pour être cool, branché et tout, il faut prendre soin de son apparence, il faut développer un style, etc. Donc il y a une mise en place de normes, de tendances, une institutionnalisation finalement de la mode. Selon Lipovetsky, ce qui aussi contribue à la démocratisation de la mode, c'est tout ce moment juste après la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 50, qui se parachève au début des années 60, où la mode connaît une restructuration totale parce qu'il y a la naissance du prêt-à-porter, avec Saint Laurent, Yves de son prénom, qui ouvre la première boutique de prêt-à-porter ever, qui s'appelle Rive Gauche. C'est le premier couturier à faire ça, parce que les couturiers se rendent bien compte qu'économiquement, en fait, ça ne marche plus, la haute couture. Et donc, ils se réinventent par le biais du prêt-à-porter. Le prêt-à-porter, ça ne va pas être seulement une copie de la haute couture. C'est pas les mêmes robes de la haute couture, mais un peu moins bien faites, ou avec des matériaux un petit peu moins luxueux. Non, pas du tout. Le prêt-à-porter, c'est une idéologie différente. Et le prêt-à-porter des années 60, de toutes ces marques qui fleurissent à l'époque, je parle de Courrèges, je parle de Issey Miyake, de Kenzo, de Marie Quant, de Mugler, ils se centrent tous autour d'un nouvel impératif, la jeunesse. C'est-à-dire que par le biais du prêt-à-porter, tous ces couturiers, qu'on appelle d'ailleurs plus des couturiers, mais des créateurs de mode. Créateurs de mode, c'est quand même pas anodin qu'on les appelle comme ça à partir de cette époque. Eh bien, eux, ils vont centrer leur création autour de la jeunesse, de la nouveauté, de l'audace. Ils vont créer des vêtements plus courts, avec des trous dedans, des vêtements qui se portent à l'envers, tout un style beaucoup plus audacieux, beaucoup plus jeune, beaucoup plus frais que ce qu'ils peuvent se permettre en haute couture. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça montre que le prêt-à-porter, c'est pas seulement la haute couture pour les pauvres, parce que déjà le prêt-à-porter, Courrèges, il faut déjà pas être pauvre pour pouvoir se le permettre, mais surtout parce que c'est une autre manière, une autre vision de voir la mode. On va valoriser avec le prêt-à-porter l'anticonformisme, l'humour, la liberté, on suit le style des jeunes, on propulse vraiment des valeurs aux antipodes de la tradition qui est bien évidemment incarnée par la haute couture. Avec le prêt-à-porter, il faut exhiber son corps jeune plutôt que exhiber son rang. Et c'est un changement paradigmatique dans la mode dont on porte aujourd'hui les conséquences, évidemment, et qui a encore plus diffusé ce fameux désir de mode qui est né à la naissance de la bourgeoisie et qui, à ce moment-là, dans les années 60, prend une autre tournure. Parce que aussi la mode à cette époque devient psychologisante, c'est-à-dire que on devient quelqu'un. En choisissant son style, on affirme un style de vie. On affirme ce en quoi on croit. Si on est hippie ou punk, ça veut pas dire la même chose de nous par le biais de nos vêtements. On va faire les boutiques quand on n'a pas le moral. On va chez le coiffeur quand on veut changer de tête parce qu'on vient de se faire larguer. Vous voyez ce que je veux dire? La mode devient vraiment psychologisante et prend une part dans nos existences qu'elle n'avait jusqu'alors. Je pense que c'est pour toutes ces raisons qu'on dit qu'aujourd'hui tout le monde peut être à la mode. Aujourd'hui, il y a bon nombre de théoriciens qui disent que l'une des théories les plus courantes en théorie de la mode, qui s'appelle la trickle-down théorie, n'est plus d'actualité, et ils ont raison. La trickle-down théorie, c'est la théorie du ruissellement, c'est-à-dire que la mode se diffuse verticalement des couches les plus élitistes, les plus hautes de la société vers le bas du panier, quoi. En grosso modo, c'est ça. Et tous les théoriciens de la mode contemporain
sont d'accord pour dire que c'est plus le cas, que c'est plus compliqué que ça, qu'aujourd'hui on a une diffusion aussi horizontale, multifactorielle, etc. Ce avec quoi je suis d'accord. Or, ça ne veut pas dire que la diffusion, vu qu'elle part de partout, vu que les canaux de la mode se sont démultipliés avec les réseaux sociaux, etc., ça ne veut pas dire qu'il n'y a toujours pas un désir d'imiter les riches, et ça ne veut pas dire que tout le monde peut atteindre la mode. Pour moi, c'est se fourvoyer totalement. Et la preuve de ça, la plus évidente, la plus basique, la moins réfléchie, c'est l'existence de dupes dans les magasins de fast fashion. Qu'est-ce que c'est qu'un dupe? Un dupe, bah c'est... Alors attendez, je vous cherche une définition. Comment je peux... Dupe, définition. Définition. Non, mais là, il me donne... synonyme pigeon, non mais c'est pas ça. Bon, je l'invente, je fais ma propre définition. Un dupe, c'est une forme de copie par une marque beaucoup moins chère, une marque bon marché d'un produit de luxe. Évidemment, les pros à ça, c'est Zara, ils sont trop forts, c'est leur spécialité, ils font tout le temps ça. Donc rien que cet élément nous prouve que même si en effet les gens de toute classe sociale peuvent peut-être avoir plus accès à la mode, on reste dans un délire de ressembler aux élites, de ressembler à ceux qui ont accès aux maisons de prêt-à-porter parisiennes. Je pense que ça, cette idée que la mode est accessible à toutes, que la mode est complètement démocratisée aujourd'hui, elle est très intimement liée à l'idée qu'aujourd'hui il n'existe plus de classe sociale. J'ai l'impression que c'est une idée qui est assez partagée et qui dépolitise beaucoup de choses en fait, notamment la question de la mode. Or, j'ai le sentiment que ça aussi c'est un leurre collectif et politique qui participe de l'invisibilisation de la classe ouvrière. J'ai lu un article super sur Kern à ce sujet-là, que je vous mets en bio évidemment parce que je ne suis pas économiste, je n'ai jamais fait d'économie. Voilà, je vous l'avoue, aujourd'hui de vous à moi, je suis nulle, je n'ai aucune référence, enfin bref. Mais je lis des articles, et notamment celui-là, c'est un article hyper intéressant dans lequel les deux auteurs qui sont profs d'éco dans des facs, bref, voilà, experts en économie quoi, ces deux auteurs écrivent que il existe toujours des classes sociales, que par exemple la grande bourgeoisie reste une classe sociale à part entière parce qu'elle cultive toujours l'entre-soi, avec par exemple des lieux de résidence, de villégiature, des établissements élitistes, des établissements privés, des loisirs sélectifs, l'équitation, etc., etc., etc. Donc ça prouve que ça reste une vraie classe sociale à part, au sens marxiste du terme. Et ces deux auteurs, dans cet article, ils disent aussi que si en effet la classe moyenne s'est distendue et les frontières sont plus floues au niveau de la classe moyenne, on peut parler d'autres classes sociales, que Marx en distinguait jusqu'à 7 ou 8, par exemple les artisans, les professions libérales, les agriculteurs, les fonctionnaires, ce sont autant de classes sociales différentes. Par ailleurs, cette analyse marxiste des classes sociales, qui n'est plus l'analyse marxiste des classes sociales, elle a aussi été réactualisée par Bourdieu avec la notion de capital culturel, dont la mode fait partie. La mode fait partie d'un capital culturel qui permet à chacun de se distinguer, de tirer son épingle dans le jeu social, de la domination sociale. Et voilà, c'est un petit packaging, quoi. On peut plus maintenant parler que de classe sociale au sens marxiste, c'est vrai, parce qu'aujourd'hui, il existe toutes ces autres distinctions dont fait partie la mode. Par ailleurs, il faut pas non plus oublier que des inégalités dues à la classe continuent de persister aujourd'hui. Je pense évidemment à l'inégalité d'espérance de vie, de réussite scolaire, d'insertion au monde professionnel, etc. Donc évidemment, les classes sociales existent toujours. Or, il est vrai, et ces deux économistes le disent dans cet article de Kern, que y a une espèce de moyennisation des classes sociales, que les modes de vie se sont rapprochés. Eux, ils disent par exemple que les taux d'équipement en électroménager, en frigo, lave-linge, télévision, téléphone, dépassent tous 95%. Ce qui montre en fait qu'il y a une espèce de moyennisation des conditions de vie. Parce que les classes moyennes ont des opportunités de promotion sociale individuelle, par exemple la mode, le style, briller parce que t'as bon goût ou que t'es fashion ou que t'es cool, les réseaux sociaux, aussi les voyages,
partir, je sais pas, une fois par an au Maroc et mettre des photos de son super trip. Ce truc de promotion sociale individuelle, hein, complètement dépolitisé, a pour conséquence une perte de sentiment d'appartenance à une classe. On n'a plus l'impression d'appartenir à une classe. Ce que nous indique cet article, c'est que les classes sociales n'ont pas disparu, seule la conscience de classe a reculé. Et cette phrase, elle est primordiale. Les classes sociales n'ont pas disparu, mais la conscience de classe a reculé. Quand on voit qu'on a un pouvoir d'achat qui nous permet d'acheter plein de fringues sur Shein, sur Vinted, je ne sais pas où, on a peut-être l'impression d'être à la mode, d'appartenir à ce monde de la mode, alors qu'en fait, non! La mode est encore un entre-soi, encore et toujours. Qui sont les acteurs de ce milieu? Qui peut décider de ce qui est fashion ou pas? Qui est au courant des tendances? Qui peut assister au défilé, au Fashion Week? Eh bien, c'est toujours une petite élite, hein, ça n'a pas changé. C'est pas parce que tout à coup il y a des magasins pas chers que le monde de la mode a ouvert ses bras. Attends, il faut pas cracher dans la mode, et moi j'adore. Oh, il faut pas cracher dans la mode, il faut pas cracher dans la soupe, pardon. La mode essaye de s'ouvrir quand même, il faut le dire. Mais ça fait longtemps, et ça fait longtemps qu'elle échoue. En 1984, Thierry Mugler a fait un défilé énorme au Zénith de Paris, avec plus de 6000 invités, dont 4000 qui avaient payé leur billet, quand même assez cher, mais je crois que ça allait encore, et donc 2000 n'ont rien payé du tout. Ça a été un show incroyable, et pourtant ça n'a jamais changer le fonctionnement de la mode, hein. Pareil, Marine Serre, elle a ouvert son défilé automne-hiver 2023 à 1000 anonymes qui n'avaient qu'à booker leur ticket en ligne. Glenn Martens aussi l'a fait, il a invité près de 5000 personnes complètement anonymes, des nobody, à Milan en septembre 2022 pour son défilé diesel. Des mois plus tard, Simon Porte-Jacquemus, qui est sorti lui des calendriers de la Fashion Week, etc. Il a organisé un show accessible gratuitement sur simple inscription sur internet aussi. Donc bref, Marine Serre, Glenn Martens, Jacquemus n'ont rien inventé. Mugler avait essayé déjà d'introduire un peu cette idée de spectacle, de faire en sorte que tout le monde puisse accéder au défilé. Et ça n'a jamais pris. La mode n'arrive pas, la mode essaye mais n'arrive pas, échoue, elle demeure un entre-soi. Un entre-soi composé de marginaux, certes, c'est vrai, et encore, quand on voit qu'ils sont à la tête des grands groupes, la mode essaye notamment aussi avec les influenceurs et les influenceuses. Aujourd'hui, on pourrait penser qu'avec les influenceurs, influenceuses, qui participent au Fashion Week, etc., que la mode s'est ouverte. Mais non, c'est faux, c'est purement commercial et tout le monde le sait en fait. Enfin, ils sont là seulement pour faire des stories #ad avec un sac Valentino qu'ils ont reçu, tu vois. Et en plus, ce qu'il faut aussi observer, et ce que je trouve hyper parlant, c'est quels influenceurs sont invités au Fashion Week, parce que c'est pas n'importe lesquels, hein. Et d'ailleurs, il me semble que c'est Rosa Bonheur qui parlait de ça en story une fois, et ça m'avait grave ouvert les yeux là-dessus. Elle disait que elle était jamais invitée au défilé, alors que toutes ses potes le sont. Qu'est-ce qu'elle représente, Rosa, qui ne correspond pas, qui ne fit pas aux exigences, aux critères de la mode? C'est quoi le problème, quoi? Donc il reste quand même une espèce d'enceinte, on n'a pas le droit de la passer, quoi. La mode reste un des rares milieux, je trouve, culturels aujourd'hui, totalement hermétique, on est totalement hermétique, on sait pas, c'est opaque, on sait pas ce qui se passe chez les fashion, on sait pas qui l'a fait, on sait pas qui a le droit de prendre ses décisions, etc. C'est un peu lunaire. Et à l'inverse, c'est maintenant les fashion qui s'habillent comme des pauvres. Il y a une inversion du rapport. Après, ça a toujours été le cas, hein. Il y a toujours eu dans la mode une romantisation des signes extérieurs de la pauvreté. Le premier à l'avoir fait peut-être, c'est Galliano avec sa collection pour Dior sur les sans-abri là. Mais c'est quand même de plus en plus le cas. Ça s'appelle le poverty cosplay. Et c'est littéralement la trademark de Balenciaga par exemple. Balenciaga avec ses sacs poubelles et ses sacs chips, ses Converse déchiquetés, etc. nous donne un sentiment que de s'habiller comme un pauvre, c'est désirable, c'est être stylé, c'est être cool, alors que les gens qui peuvent se payer du Balenciaga ne sont pas trop concernés par ça, quoi. Et puis je dirais même qu'aujourd'hui, cette espèce de glamourisation des signes extérieurs de la pauvreté, elle se situe de manière encore plus
subtil que Balenciaga ou Galliano du temps de Dior, hein, avec les jogging Adidas, les sacs Tati ou Lidl, les claquettes chaussettes, le sac Cagole, le nom du sac. Tout le vestiaire d'hardcore aussi, un peu supporter de foot, la casquette CGT, etc. Parce que la vibe old money n'est pas du tout cool, n'est pas du tout fashionable, on se penche vers ce vocabulaire stylistique, esthétique, qui n'appartient pas à la classe sociale des fashions, de toute évidence. Et tout ça, j'en parlais évidemment dans ma vidéo sur pourquoi le moche est à la mode. La finalité un peu de cette réflexion, elle rejoint beaucoup cette vidéo aussi, c'est-à-dire que en effet, la mode s'est diffusée et tout le monde aujourd'hui peut se faire plaisir, peut s'offrir des plaisirs vestimentaires. Ça, c'est vrai. Et ça, c'est génial parce que je pense que ce qui fait de nous des êtres humains, c'est de pouvoir choisir comment on part notre corps, comment on apparaît au monde. C'est très lié au sentiment de dignité, c'est essentiel. Ça, c'est très important. Mais aujourd'hui, la mode, elle s'est complexifiée. Aujourd'hui, c'est ultra coté. Les esthétiques, les looks se juxtaposent. On a plein de trends qui se mélangent. Et pour comprendre et démêler et lire tout ça, il faut être initié. Il faut avoir un background culturel. Il faut appartenir à une certaine classe sociale. Et il faut pas avoir peur de le dire. C'est pas un gros mot, quoi. J'ai l'impression que on est dans une déréalisation du social aujourd'hui et du politique. Plus rien n'est politique, la mode n'est plus politique, tout le monde a accès à la mode, on est dans le monde des bisounours, tout le monde peut faire la mode, aujourd'hui il n'y a plus de discrimination par ce biais-là. Je pense que tout ça fait partie du même problème de dépolitisation des contenus culturels de la société française. La mode, c'est un contenu culturel qui n'est même pas que culturel parce qu'il est intime, parce qu'on le porte, parce que c'est le vêtement, c'est la dignité. C'est hyper important de se poser cette question-là. Alors tout le monde peut avoir du style, évidemment, mais tout le monde ne peut pas être à la mode. Et il y a une grande subtilité entre ces deux pans-là, parce que le style, d'ailleurs c'est Simmel qui le dit, le penseur allemand auquel je faisais référence en début de vidéo, il dit que le style, selon lui, c'est, je cite, une façon d'entrer en scène, de tenir la scène et de la quitter. C'est génial, un style c'est une attitude, c'est une manière d'habiter les vêtements, d'habiter le monde, c'est une manière de bouger, de parler, c'est plein de choses. Par contre, être à la mode, c'est très différent. Être à la mode, c'est avoir des références, avoir des codes, correspondre à des normes. Et donc tout ça, c'est encore pas le cas de tout le monde malheureusement. Voilà ma petite réflexion sur ce sujet-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Je lis toujours tous vos commentaires, j'adore les débats et tout, ça me fait grave gaulerie. D'ailleurs les commentaires sur TikTok, parce que maintenant je suis une TikTokeuse, c'est un monde à part entière. Mais du coup rejoignez-moi sur TikTok, allez commenter des trucs cool sur TikTok, parce que des fois les gens sont pas là pour rigoler. Je vous embrasse et à très vite.